Julia Schneider et je vais vous présenter le point sur le Sugammadex avec la réponse à toutes les questions dont on se pose avant chaque bloc ou après le mouvement des staffs. Donc, ce cours a été encadré par Marie Bruyère. Alors, je vais vous parler d'un cas clinique qui a eu lieu juste au début de notre semestre. C'est un patient de 38 ans qui a été hospitalisé pour une cholécystectomie en urgence. Un patient qui n'a aucun antécédent, aucune allergie. Le patient bénéficie donc d'une induction en séquence rapide avec du sufantanil, Adigama, du propofol, du rocuronium et il est intubé, il est corps maquin. Pas de souci au niveau de l'intubation. Et rapidement, il développe donc une tachycardie régulière à 150 par minute, une hypotension artérielle, une chute de l'ETCO2 à 15 mm de mercure et une désaturation jusqu'à 70% en FiO2 100%. Il ne présente pas de bronchospasme, pas de signes cutanés. Donc, au total, on en fait un choc anaphylactique de grade 3 à l'induction. La prise en charge donc consiste à la mise en place donc, de bolus d'éphédrine, la mise en place de la noradrénaline qui était déjà en place jusqu'à 2 mg/h, des bolus d'adrénaline de 100 gamma au total 8 bolus qui n'améliorent pas l'état hémodynamique. Finalement, on met en place une perfusion continue d'adrénaline à 1,5 mg/h qui permet une amélioration de l'hémodynamique avec une restauration de la pression artérielle systolique à plus de 90. On a un CO2 qui remonte à 30 mm de mercure et une saturation à 90%. Il persiste une tachycardie à 140 par minute. Et finalement, il est décidé d'injecter 1000 mg de Sugammadex et immédiatement, on a la tachycardie qui s'améliore jusqu'à 90 par minute et la plupart des paramètres s'améliorent, ce qui permet la diminution de l'adrénaline à 0,8 mg par minute. La chirurgie est annulée, le patient est transféré en salle de réveil, on envoie un bilan allergologique et finalement qui retrouvera une histamine et une tryptase élevées dès les premiers prélèvements. Donc, je vais vous faire un point sur le Sugammadex avec les principales questions qu'on s'est posées après ce cas, en parlant déjà de son mécanisme d'action. Est-ce que depuis la découverte du Sugammadex, on a un changement de pratique en cas d'insuffisance rénale, en cas de choc anaphylactique au rocuronium, et après quel délai peut-on réutiliser le rocuronium après l'injection de Sugammadex, et on va faire un point sur son principe. Donc déjà, on utilise les cas précités, donc l'intubation orotrachéale, la ventilation invasive et le travail du chirurgien. Le curare bloque donc la jonction neuromusculaire avec comme effet indésirable un risque de curarisation résiduelle et principalement des effets indésirables respiratoires avec deux méthodes d'inversion, les inhibiteurs d'acétylcholinésterase et le Sugammadex, qui ont deux mécanismes complètement différents. La Sugammadex a été découvert en Écosse en 2007 de façon un peu fortuite, qui cherchait un nouveau solvant pour le rocuronium, qui a été mis sur le marché en 2008 dans l'Union européenne, mais seulement en 2015 au Canada et aux États-Unis. Ils avaient vraiment peur de l'anaphylaxie au Sugammadex. Et ça marche uniquement sur les curares non dépolarisants, les stéroïdiens, rocuronium et vélocurium. Nous, actuellement, on a le rocuronium. C'est une gamma-cyclodextrinine qui a un centre lipophile avec une couronne hydrophile qui est en forme en fait de cage, en forme de cône et qui n'a pas de liaison en protéines avec une demi-vie d'élimination rénale à 1,8 heures. Son mécanisme d'action, donc en fait elle capte de façon définitive le curare dans son centre, sans compétition. C'est une molécule de Sugammadex qui élimine une molécule de curare avec un complexe qui est définitif, pharmacologiquement inactif avec des lésions fortes. Alors du coup, ici en gris, c'est donc la jonction neuromusculaire avec ici le vaisseau sanguin. Donc les petites boules blanches, c'est l'injection de curare. Le curare se fixe pas dans le plasma, il se fixe au niveau de la jonction neuromusculaire. Derrière, après l'injection de Sugammadex, le Sugammadex reste en intraplasmatique et capte ici, dans ce troisième schéma, les molécules de curare, ce qui entraîne du coup un gradient de concentration. Et donc les molécules de curare qui sont fixées dans sur la jonction neuromusculaire vont se déplacer vers le plasma et vont être encapsulées par le Sugammadex, ce qui va permettre la décurarisation.
Alors, un changement des pratiques de décurisation. Donc, depuis la découverte du sugammadex, il a été beaucoup comparé à la néostigmine. Donc, cette étude, qui est une méta-analyse qui compare à peu près 40 études, qui a été publiée en 2018, qui a été faite en 2 étapes. Une première étape ici, en évaluant donc, le temps mis de décurarisation. En bleu, le temps de l'usugammadex, en orange, le temps de néostigmine. Donc d'ici, c'était de passer d'un TOF à 2 à un TOF à 4 à 90%. Le sugammadex mettait en général une moyenne de 2 minutes et la néostigmine mettait environ 12 minutes. Ici, la décurarisation d'un PTC à 2 jusqu'à un TOF à plus de 90%, on avait le sugammadex qui mettait une moyenne de 2,9 minutes par rapport à la néostigmine qui mettait 48 minutes. Donc le sugammadex met beaucoup moins de temps. Ils ont aussi comparé les effets indésirables, à savoir la néostigmine qui est un anticholinergique, donc qui produit quand même pas mal d'effets indésirables. Donc le sugammadex est moins bradycardisant, moins de nausées, moins de vomissements et aussi moins de curarisation résiduelle. On va voir donc dans cette étude qu'ils ont aussi analysé donc, les complications pulmonaires post-opératoires dues à la curarisation résiduelle. Toujours en bleu, donc le sugammadex, en orange, la néostigmine. Ils avaient pris donc 44 000 patients avec 22 000 patients dans chaque groupe qui avaient été décurarisés, qui avaient été matchés entre eux. Et donc, le critère de jugement principal était les complications pulmonaires. En priorité, c'était à l'intérieur les pneumonies et les insuffisances respiratoires. Et on voit que le sugammadex retrouve 3,5% de complications pulmonaires par rapport à la néostigmine qui en retrouve 4,8%. Donc, on retrouve une réduction du risque de 30% avec l'utilisation du sugammadex qui était associée à une incidence plus faible de complications pulmonaires majeures. Donc, depuis la découverte du sugammadex, on peut décurariser donc plus rapidement. Il y a moins d'effets indésirables avec le sugammadex, il y a pas d'effets anticholinergiques et une réduction des complications pulmonaires. Une autre question qu'on se pose, c'est donc l'insuffisance rénale, à savoir que le sugammadex n'est pas recommandé, est contre-indiqué dans l'insuffisance rénale avec une clémence moins de 30 ml par minute, mais il est quand même finalement dans l'étude assez utilisé. Ici, donc, une étude de pharmacocinétique qui évolue donc, dans ce premier schéma. La clairance du sugammadex en fonction de la clairance de la créatinine. Donc, comme on s'y attend, c'est une clairance rénale. Donc, plus la clairance de la créatinine est basse, moins le sugammadex est éliminé. Et ici, un deuxième schéma qui montre donc, la concentration du sugammadex en intraplasmatique après l'injection du sugammadex. Donc, ici, cette première courbe qui est rapidement décroissante montre les patients ayant une fonction rénale normale. On voit donc que le sugammadex intraplasmatique décroît rapidement après son injection, en moyenne donc moins de 12 heures. Et chez les patients en insuffisance rénale avec moins de 30 ml par minute, on voit que la concentration plasmatique du sugammadex est beaucoup plus haute. Donc, une moins bonne élimination rénale, mais ils ont suivi tous les patients pendant les 48 heures. Et aucun des patients, aucun des patients ayant une insuffisance rénale n'a présenté de récidive de bloc neuromusculaire malgré la concentration plasmatique plus haute. Ici, une méta-analyse qui reprend plusieurs études avec comme critère de jugement principal l'évaluation de la décurarisation avec le temps de récupération d'un TOF à 0,9, à 0,8, à 0,7. Avec le groupe, le taux d'insuffisance rénale avec moins de 30 ml par minute de ce côté et la fonction rénale normale. On voit que du coup, les patients avec une insuffisance rénale normale, ça met 1,4 minutes de moins à se décurariser que ceux qui ont une fonction rénale altérée. Donc, on élimine moins bien le sugammadex, mais ici, et on se décurarise plus lentement, mais toujours ici, ils ont évalué l'incidence des récurrences du bloc et pas de différence. Donc, malgré le fait de récupérer un TOF plus lentement, donc en général, dans les études avec une fonction rénale normale, on met environ 2 minutes. Quand on a une fonction rénale altérée, ça tourne plutôt autour de 5 voire 6 minutes. Une moyenne donc plus allongée, mais sans récidive, sans récurrence du bloc neuromusculaire. Toutes ces études avaient bien sûr été
sous le contrôle donc, du TOF tout au long du bloc opératoire. Une autre question auquel on se pose, c'est donc celle qu'on a vue dans le cas clinique, donc en cas de choc anaphylactique au rocuronium, est-ce qu'on peut utiliser le Sugammadex? Il y a beaucoup de case reports qui sont publiés là-dessus, mais on va voir si c'est vraiment irrationnel. On est là pour revenir sur l'épidémiologie de l'allergie en anesthésie. Donc c'est un cas sur 10 000 anesthésies, avec en premier lieu, c'est les curares. Les curares, c'est un cas sur 100 000. La plupart du temps, c'est donc une réaction IgE médiée dans 50 à 60% des cas, avec une incidence de l'anaphylaxie pour la succinylcholine de 0,048% et l'incidence du rocuronium de 0,04. Donc ils sont finalement pas si éloignés l'un de l'autre. Ici, donc, cette première étude qui évalue donc, la réponse cutanée en fonction donc, de l'injection du Sugammadex après une allergie au rocuronium. C'est donc plusieurs patients qui ont bénéficié d'un test cutané après l'anesthésie générale. Chaque patient avait fait un choc anaphylactique au rocuronium sous anesthésie générale. Donc là, dans cette première case, ils ont testé le rocuronium. On voit bien qu'il y a une réponse cutanée. Ici, ils ont pu tester donc, le rocuronium puis injecter le Sugammadex directement dans la MLV au même endroit. On voit qu'il y a donc une réaction qui est à peu près similaire à celle du rocuronium, donc on a l'impression qu'il n'y a pas d'effet. Pour vérifier ça, ils ont bien sûr regardé l'histamine et le sérum physiologique pour voir des témoins et tester le Sugammadex pour être sûr qu'il n'y ait pas d'allergie au Sugammadex. Donc on en avait l'impression que le Sugammadex injecté après le rocuronium n'arrête pas en tout cas la réaction immunitaire, ne casse pas cette cascade d'activation. Et ils ont donc essayé un dernier mélange en mélangeant le rocuronium et le Sugammadex dans la seringue avant l'injection. Et cette fois-ci, ils n'ont pas eu de réaction inflammatoire, toujours donc basée sur le fait que le Sugammadex encapsulerait le rocuronium, à savoir que c'est seulement un cône, donc il y a toujours une partie du rocuronium qui est quand même accessible, mais qui là en tout cas a permis une éviction de l'allergène. Donc ça ne joue pas sur la réaction immunitaire, en tout cas quand elle est lancée, c'est une cascade d'activation, le Sugammadex n'a pas l'impression qu'on peut l'arrêter. Ça jouerait plutôt sur d'autres mécanismes. Mais dans les recommandations de l'anaphylaxie, on parle aussi d'une anaphylaxie au Sugammadex. Donc traiter une anaphylaxie par un médicament qui a un risque, je suis désolée pour l'écriture, c'est pas très clair, traiter donc une anaphylaxie par un médicament qui a aussi un risque. Le risque de la notice du laboratoire qui avait été donné au début est de 0,03%. Donc, sachant que le rocuronium, c'est de 0,04%. On n'est pas si loin non plus. Mais les études qui ont été réalisées, donc, déjà aux États-Unis et en Europe, retrouvent une anaphylaxie beaucoup plus rare, 100 fois plus rare que ce qui est noté dans la notice, qui serait dose dépendant. Par contre, au Japon, on retrouve donc un taux d'anaphylaxie assez similaire à ce qui est retrouvé, ce qui est noté dans la notice, qui serait plutôt expliqué par des expositions environnementales, sachant que 10% au Japon, ils utilisent beaucoup de Sugammadex depuis la découverte et le rocuronium. Quasiment 10% de la population du Japon a déjà reçu du Sugammadex. Donc l'environnement, puis aussi la présence dans l'alimentation de cyclodextrine, et toujours donc penser que le Sugammadex avec le rocuronium peut devenir donc peut être un nouveau allergène. Donc ici, je vais vous présenter donc, un case report. Il y en a beaucoup publié dans la littérature. En fait, il y a quand même un biais de publication parce que finalement, on publie quand ça marche, mais toutes les fois où ils ont essayé et que ça n'a pas marché, personne ne les a publiés. Là, c'était un homme de 71 ans avec une opération qui vient pour une opération de greffe de peau. Et on lui fait une induction propofol fentanyl rocuronium. Finalement, au cours du bloc opératoire, donc, il présente un collapsus circulatoire. Après la RCP, le patient est récupéré, il retrouve un rythme, il va en réanimation et il revient 9 jours plus tard pour une trachéotomie dans le cours d'un sevrage difficile. On lui fait une induction au sévoflurane et rocuronium, il présente un nouveau collapsus circulatoire et là, ils font seulement une injection de Sugammadex et en moins de 5 minutes, il y a la restauration de l'hémodynamique. Dans tous les cas reports publiés, c'est toujours une évolution spectaculaire, immédiate, moins de 5 minutes. Pourtant très mal expliqué parce que la cascade d'activation est pourtant enclenchée. Et donc c'est pour ça que
dans cette étude, publiée en 2015, ils ont repris tous les 13 dans une ville d'Australie. Ils ont pris 13 cas pour lesquels ils ont essayé le sugammadex contre le choc anaphylactique au rocuronium. Au final, ils avaient déjà sur 13 cas que 8 cas de choc anaphylactique. Sur les 8 cas, ils ont eu seulement 6 cas qui ont été améliorés par le sugammadex. Et puis après le bilan, ils ont eu seulement sur 6 cas, 3 cas qui étaient en faveur du sugammadex et 3 cas qui étaient des allergies à d'autres médicaments. Eux, ils en concluent donc que dans tous les cas, il n'y a pas de modification de la cascade immunologique de l'anaphylactie, et c'est surtout par un autre mécanisme, et donc un mécanisme de retour du tonus veineux. Donc on décurarise, on augmente le tonus musculaire, on augmente le retour veineux, on augmente le débit cardiaque. C'est pour ça que aussi dans ces cas, ça a pu marcher pour les 3 cas qui n'étaient pas dus au sugammadex. Et ils rappellent surtout de faire attention et de ne pas mettre le sugammadex en haut de notre algorithme de la prise en charge du choc anaphylactique, parce que ça pourrait retarder la prise en charge classique, qui sont eux des moyens qui ont été prouvés et qui sont efficaces pour résoudre ce choc anaphylactique. Ici, un petit peu de physiopathologie. Le seul rationnel qu'ils ont trouvé, c'est donc vraiment que l'effet hémodynamique du sugammadex et dans le choc anaphylactique peut être concomitant. C'est souvent une coïncidence à l'administration des produits d'adrénaline et de remplissage, et que c'est sûrement par le mécanisme de la récupération d'un tonus musculaire qui aide le retour veineux et le débit cardiaque que c'est efficace. Dans ces recommandations et ce consensus sur les réactions allergiques en périopératoire, il rappelle bien que le sugammadex ne fait pas partie du traitement de première intention, mais vraiment en fin d'algorithme, après les manœuvres vraiment au même niveau que les corticoïdes et les antihistaminiques en dernière phase. On va ici se reposer sur une autre question. Après quel délai peut-on réutiliser le rocuronium ? C'est une question qu'on se pose souvent. On sait que dans les recommandations actuelles, on dit que dans les 24 prochaines heures, il n'est pas conseillé d'utiliser le rocuronium. Mais ici, une étude qui a été faite sur des volontaires, donc qui ont été induits avec 1,2 mg par kilo, et puis dès qu'un VTC est revenu à plus de 2, ils ont bénéficié donc de 4 mg de sugammadex. Et donc ensuite, ils ont réinjecté du rocuronium à différents temps. Donc dans ce premier schéma, on voit donc le temps mis à avoir une nouvelle corréalisation, un nouveau TOF A0 en fonction du temps à laquelle on a réinjecté. Donc on voit que plus on réinjecte tôt, plus la recuralisation est lente, plus on recurarise tard, plus la curalisation est rapide, sûrement dû au fait qu'il reste des molécules de sugammadex en intraplasmatique. Ici, sur le deuxième schéma, c'est sur le temps de curalisation. Donc on voit que plus on réinjecte tôt le rocuronium, plus la durée du bloc est courte, mais plus on réinjecte tard le rocuronium, plus le bloc est prolongé, toujours sur le même rationnel qu'il reste du sugammadex en intraplasmatique. Il y avait, en fonction de cette étude, qui pourrait recommander d'attendre 3 demi-vies. Une demi-vie, c'est à peu près 1,8 heures, donc il recommandait d'attendre au moins 5,4 heures avant de réinjecter pour pouvoir avoir un effet aussi rapide et qui durait aussi longtemps qu'une utilisation de rocuronium avant l'injection de sugammadex. Ici, je vous parle d'une autre étude qui, pareil, était donc plusieurs cas de réinjection du rocuronium après le sugammadex, qui là avait fait donc une induction avec une dose de 0,6 mg/kg. Après la décurarisation par du sugammadex, ils étaient réinjectés et là ils avaient séparé les groupes en deux avec surtout pour évaluer la dose nécessaire. Donc, il disait qu'avant, dans les 2 premières heures, il fallait augmenter les doses de curare, mettre au moins 1,2 mg par kilo pour pouvoir curariser correctement le malade, alors qu'à partir de 3 heures, on avait l'impression qu'on pouvait réutiliser une dose classique de 0,6 mg par kilo pour curariser le malade. Sûrement dû à la présence, en tout cas, de sugammadex en intraplasmatique. C'est pourquoi il rappelle de toujours bien doser le sugammadex. Donc si on fait 4 mg/kg, faire vraiment les 4 mg/kg, parce que si on donne une dose de sugammadex plus élevée, c'est-à-dire qu'il restera des molécules de sugammadex qui seront libres dans le plasma et qui vont recapturer la prochaine
la prochaine dose de rocuronium si on a besoin d'injecter rapidement des reins. Donc on a l'impression que si on injecte plus tôt après le Sugammadex, il faut faire des doses plus hautes et principalement attendre au moins 3 demi-vies pour pouvoir réinjecter correctement le rocuronium. Un dernier point sur le prix. On sait tous que le Sugammadex c'est beaucoup plus cher, un flacon 75 € par rapport à un flacon de néostigmine à 0,33 centimes. On se dit que forcément ça va être plus cher, mais il y a pas mal d'études qui comparent donc la rentabilité du Sugammadex au bloc opératoire avec cette méta-analyse. Cette méta-analyse, donc en haut, ce premier schéma qui regarde donc le délai de sortie du bloc opératoire vers la salle de réveil. Donc en utilisant le Sugammadex, on décurasse plus rapidement, on gagne du temps. Ici, on gagne 22 minutes. Donc on sort du bloc opératoire 22 minutes plus tôt si on utilise le Sugammadex que la néostigmine. Pareil ici, c'est donc dans ce deuxième schéma, on regardait donc le délai de sortie de la salle de réveil vers la salle de chirurgie, avec donc 16 minutes gagnées, un intervalle de conférence un peu plus large, donc des résultats un peu plus hétérogènes, mais on avait quand même l'impression de gagner du temps sur la sortie, donc ça accélère la sortie, ça permet un meilleur roulement des blocs, meilleure productivité, donc meilleure rentabilité des blocs, ça serait économiquement donc intéressant, plus de blocs opératoires par jour, plus de place dans la salle de réveil. Et donc, cette étude qui a été publiée, qui a été faite sur un centre en 2017, sur un centre italien, qui évaluait un petit peu la perte de productivité due à la décurisation. Donc, ils ont évalué 2 périodes, 2011-2012 vs 2013-2014, quand ils ont eu le Sugammadex dans leur pharmacie. Donc ici, en bleu, c'est la perte d'argent due au Sugammadex et à la décurisation, et en rouge, la perte d'argent due à la néostigmine. On voit que le changement permet de réduire les coûts. Donc là, c'était donc, par exemple le personnel à payer, les heures supplémentaires à payer, et là le coût total du bloc opératoire. On voit donc qu'il y a une réduction des coûts de prise en charge parce que ça favorise une rotation rapide des patients entre les blocs opératoires, ça diminue les événements respiratoires indésirables et surtout donc, les séjours en USC. Donc aussi un gain de coût sur les séjours en USC. Et on a donc au total une rentabilité qui compense les inconvénients de son coût élevé. À savoir aussi que le fait d'utiliser du Sugammadex, on peut utiliser du rocuronium, alors que la néostigmine, en tout cas dans cette étude, ils utilisent beaucoup de cisatracurium. Le cisatracurium coûte quasiment 5 à 6 fois plus cher que le rocuronium. Donc aussi, on gagne de l'argent sur le coût des curares. Donc finalement, il y a peut-être une rentabilité du Sugammadex malgré son coût élevé. Donc une molécule de Sugammadex élimine une molécule de curare, donc toujours faire attention aux doses et bien évaluer et toujours surveiller les symptômes. Chez insuffisants rénaux, on voit un temps d'élimination allongé, un temps de décurarisation allongé, mais pourtant pas de risque de récidive de bloc neuromusculaire avec un risque très faible. Au cours du choc anaphylactique, ne pas oublier donc la prise en charge classique, surtout ne pas mettre le Sugammadex en première ligne de notre algorithme, peut-être en dernier recours, une physiopathologie qui est incomprise, qui en tout cas passe pas par la réaction immunitaire, qui a l'air plutôt par le mécanisme du retour du tonus musculaire, et attention quand même, il y a quand même des cas d'anaphylaxie au Sugammadex. La réinjection du rocuronium donc après le Sugammadex, pour l'instant on recommande après plus de 24 heures, et on peut probablement réinjecter plus tôt, en attendant au minimum 3 demi-vies. Plus la réinjection est précoce, plus les doses nécessaires doivent être élevées pour contrer les molécules de Sugammadex qui restent intrapathiques. Donc le prix du Sugammadex est quasiment 100 fois plus haut que la néostigmine, mais pourtant on a l'impression qu'il y a une rentabilité globale du bloc opératoire qui est plutôt en faveur de ce médicament par rapport à la néostigmine sur les principes de décurarisation. Merci.